Bonjour, corrigeons la partie numéro 1, météorologie et aérologie de l'examen 2021 du BIA et du CAEA. On va commencer par les 20 premières questions qui sont communes à l'épreuve du BIA et du CAEA, puis ensuite les deux questions bonus du BIA et enfin les 5 questions spécifiques au CAEA. Alors question numéro 1. La zone 1 sur la carte en illustration correspond à un anticyclone, un col, un profond talweg, une dépression. Donc la zone 1, on la voit ici, d'accord. Alors sur une photo, une belle photo en couleur, hein, le jour de l'examen, c'est photocopie de photocopie en noir et blanc, d'accord. Donc prenez pas trop comme repère les couleurs et donc on avait vu, dans notre briefing, l'anticyclone qui est, donc dans l'endroit où on a les plus hautes pressions. C'est par exemple, plutôt dans la zone 4, d'accord. On voit 1015-1020, on voit les isobars qui augmentent, hein, les pressions qui augmentent sur les isobars. On avait vu le talweg aussi, le talweg c'était, un axe de basse pression, d'accord? Et on avait vu la dépression, donc la dépression là par exemple près de 2, d'accord? Près de l'indicateur 2, là on a la dépression d'Islande, là on la voit à 970 hectopascales. Là, on n'a aucun de ces 3 là, donc c'est un col qu'on a, d'accord? Le col, on l'avait pas vu en briefing, mais le col donc c'est quand on a comme ça, sur l'axe, est-ouest, on a, des dépressions, d'accord? Et sur l'axe nord-sud, on a des anticyclones et donc on a un col, voilà. Donc par élimination, vous trouviez le col et sinon les autres mots, vous les avez vous les avez dans le briefing, Mike, 05. On continue avec la question 2. Dans le secteur de la zone 2, ici, sur la carte en illustration, on peut dire que le gradient horizontal de pression est faible, les vents sont du nord-est, les vents sont du sud-ouest, modérés à fort, les nuages sont absents. Alors, donc on est, à côté d'une dépression, d'accord et donc on est dans l'hémisphère nord et on va d'abord se demander dans quel sens tournent les, vents autour d'une dépression et donc autour d'une dépression dans l'hémisphère nord, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord? Le D a tendance à devenir un A, c'était notre moyen mnémotechnique et donc les vents vont venir, du sud-ouest à l'endroit 2, d'accord? Ils vont tourner comme ça et ils vont venir du sud-ouest. Ensuite, on voit que les isobars sont resserrés. Comme les isobars sont assez resserrés ici par rapport à d'autres endroits plus éloignés, ben, les vents vont être, forts. Donc on va avoir des vents du sud-ouest modérés à forts. Réponse, Charlie, petit c. Et donc pour revoir ça, pour le gradient de vent, briefing Mike 19 et pour, la loi de Buys-Ballot avec le sens de rotation des vents, Mike 20. Question numéro 3. Le secteur de la zone 3 sur la carte en illustration correspond à une traîne du sud-ouest, les vents viennent du nord-est, pardon, un secteur chaud, un secteur occlus. Donc là, dans la zone 3, on voit un front chaud devant, on voit un front froid derrière, hein, donc le front chaud, c'est rond, c'est, voilà et le front froid, ça pique, ce sont des triangles, voilà et donc entre les 2, on va avoir le secteur chaud. Le secteur chaud, réponse Charlie et briefing Mike 29 pour, revoir ça. Ensuite, on voit donc la question 4. On peut dire que la zone 4 est très certainement nuageuse, une zone de vent fort, une dorsale, l'anticyclone des Açores. Donc là, d'ailleurs, on voit les Açores, ici l'île des Açores et on voit que les pressions augmentent, donc effectivement, c'est un anticyclone et c'est l'anticyclone des Açores. Réponse, delta et briefing Mike 27 pour revoir la situation générale en Europe des dépressions, la dépression d'Islande, l'anticyclone des Açores et tout ça, voilà. Le régime général, européen. Question numéro 5. Sur une carte de pression, une ligne qui joint les points d'égale pression est nommée une isotherme, une isocline, une isophase, une isobar. C'est une isobar. Réponse delta. Briefing Mike 05. Question numéro 6. Dans un message aéronautique, le groupe de température indique plus 12 degrés sous abri et plus 4 degrés de point de rosée. On peut dire que la masse d'air est à 100% d'humidité, la température maximale sera de plus 12 degrés et la minimale de 4 degrés. La masse d'air serait saturée pour une température sous abri de plus 4 degrés. La masse d'air serait saturée pour une température sous abri de plus 8 degrés. Donc, comme on a un point de rosée de 4 degrés, plus 4 degrés, donc si on refroidit la masse d'air de 12 degrés à 4 degrés, on va avoir une masse d'air qui sera saturée. Donc, réponse Charlie, la masse d'air serait saturée pour une température sous abri de plus 4 degrés Celsius. Briefing Mike 10 pour revoir ça. Question numéro 7, un peu plus compliquée.
Une information sur une carte stipule l'ISO 0 degré au FL80. Vous devez voler au FL60 en considérant le gradient standard. Quelle est la bonne affirmation? Le vol se fera en condition à plus 4 Celsius, à moins 4 degrés Celsius, à moins 2 degrés Celsius ou à plus 2 degrés Celsius. Donc, il faut calculer la température, sachant qu'on est en condition standard, au niveau 60. Alors, entre le niveau 80 et le niveau 60, on a donc 20 d'écart, et donc ça fait 20 fois 100, ça fait 2000 pieds d'écart. Et on sait que dans le gradient standard, on perd 1 degré tous les 500 pieds en montant, d'accord? Donc ça fait qu'on va perdre 4 degrés en montant du 60 au 80, et donc au 60, on a 4 degrés de plus qu'au 80. Et vu qu'au 80, on a 0 degré, on va avoir plus 4 degrés. Donc réponse alpha, le vol se fera en condition à plus 4 degrés. Briefing Mike 07. Question numéro 8. Concernant la pression atmosphérique, elle est à l'origine du vent dans l'atmosphère standard internationale. Elle varie plus rapidement en altitude que proche de la surface. La valeur est de 1013 hectopascales partout sur la planète. Elle diminue rapidement avec l'altitude dans les basses couches de l'atmosphère. Donc c'est la réponse delta. Elle diminue rapidement avec l'altitude dans les basses couches de l'atmosphère. C'est pas elle qui est à l'origine du vent, ce sont les différences de pression qui sont à l'origine du vent, d'accord? Et 1013, c'est pas partout sur la planète, sinon on n'aurait pas une carte justement avec la carte qu'on voyait tout à l'heure, où on voyait plein de pressions différentes, d'accord? Briefing Mike 04 pour revoir ça. Question numéro 9. Un altimètre affiche la vitesse d'un aéronef, affiche la vitesse ascensionnelle d'un aéronef, est un baromètre qui transforme la pression en altitude, indique la hauteur par rapport à Paris. Donc, réponse Charlie, c'est un baromètre qui transforme la pression en altitude. D'accord. Donc là, c'est une question d'étude des aéronefs. Donc, c'est le briefing ECO 38 pour plus d'informations sur l'altimètre. Question numéro 10. Pour un anticyclone dans l'hémisphère sud, les vents s'organisent autour de lui de telle sorte qu'il tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'il souffle de façon concentrique vers le centre de l'anticyclone, qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'il se dirige vers le pôle sud. Alors, on est dans l'hémisphère sud, vous ne laissez pas piéger, d'accord? Donc l'hémisphère sud, c'est la première fois qu'on a une question sur l'hémisphère sud. En général, c'est l'hémisphère nord, donc c'est le contraire, vu que la force de Coriolis, elle est vers l'équateur, et donc elle va inverser le tourbillon, on va dire en quelque sorte, d'accord? Et donc, dans l'hémisphère nord, on sait que le A a tendance à devenir un D, donc il est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc dans l'hémisphère sud, ça va être le contraire, ça va être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Réponse alpha. Et briefing Mike 20 pour, pour ça. Donc il faut toujours bien lire les questions, hein. Il y a de temps en temps des pièges comme ça. Voilà. Donc là, on voulait tester que vous sachiez que dans l'hémisphère sud, c'était le contraire de l'hémisphère nord, en plus de la loi de Buys-Ballot. Alors, question 11. Une traîne et la partie soulevant d'un cumulonimbus correspond à une précipitation qui n'atteint pas le sol, et le nom donné aux perturbations qui avancent lentement est une zone de bonne visibilité entrecoupée d'averses à l'arrière d'un front froid. C'est la réponse delta. Une zone de bonne visibilité entrecoupée d'averses à l'arrière d'un front froid. Briefing Mike 29 pour voir la traîne et tout ça, et ce qu'on a dans les ciels de traîne qui peuvent être plus ou moins actives. Enfin, la traîne peut être plus ou moins active. Voilà, c'est pas une virga, c'est pas une perturbation qui avance lentement, qui traîne, machin, voilà, c'est pas ça. Question 12. Voilà, le nuage figurant sur la photo ci-dessous est un cumulonimbus, un cumulus, un stratus, un altocumulus. Donc on élimine déjà le stratus parce qu'on voit que c'est un petit mouton, d'accord? Et que c'est pas quelque chose de filandreux, de filaire, c'est pas une nappe, voilà. Et c'est pas non plus un gros chou-fleur, un cumulonimbus, et c'est pas plein de petits, de petits moutons l'un à côté de l'autre, donc c'est un cumulus. Réponse bravo. Briefing Mike 15 pour voir tous ces nuages cumuliformes. Question 13. Lorsque les cumulus sont annoncés, cela signifie aux pilotes que des orages sont systématiquement à prévoir, des précipitations continues sont probables, la masse d'air est instable, la surface frontale est proche. Donc les cumulus, c'est instable, d'accord? On est dans une masse d'air instable. Donc réponse Charlie, par opposition aux nuages stratiformes qu'on a dans les masses d'air stables. Je vous invite donc à revoir le briefing Mike 12 sur la formation des nuages, et les 2 manières de condenser, et ensuite jusqu'au briefing Mike 15. Question numéro 14. Les nuages lenticulaires dans le ciel
sont le signe d'une forte instabilité, de brouillard la nuit suivante, d'une masse d'air assez sèche, d'un vent fort perpendiculaire à un relief. Donc réponse delta, d'un vent fort perpendiculaire à un relief. Et je vous invite à revoir le briefing Mike 25 sur tout ce qui est nuages, tout ce qui est oui, situation montagneuse, météo en situation montagneuse, et en l'occurrence l'effet de Föhn et tout ça. Voilà. Question numéro 15. Parmi ces listes de nuages, quel est celui qui ne contient que des nuages instables? Cumulus, cirrostratus, stratocumulus, altostratus, cirrostratus, cumulonimbus, stratus, altocumulus, cirrus, altocumulus, cumulonimbus, cirrocumulus. Donc on va procéder par élimination, hein. Donc instable, c'est tout ce qui est cumulo quelque chose. Donc dans le premier, on a cirrostratus, on élimine. Dans le deuxième, on a altostratus, cirrostratus, on élimine. Dans le troisième, on a stratus et cirrus, on élimine aussi. Et donc, il nous reste le quatrième, altocumulus, cumulonimbus, cirrocumulus, qui sont que des nuages instables. Réponse delta. Briefing Mike 15 pour revoir les nuages cumuliformes. Question 16. La formation la plus commune du brouillard est due au réchauffement nocturne de la masse d'air et sa condensation, au rayonnement nocturne du sol et à la condensation de la vapeur d'eau, à la marée barométrique qui détend l'atmosphère, à la convection de fin de nuit qui déclenche une condensation adiabatique. Donc on élimine déjà tout ce qui est réchauffement parce que c'est quand il y a des refroidissements qu'on fabrique du brouillard, d'accord? C'est le sac à dos, vous vous rappelez, c'était la petite molécule d'air avec son sac à dos, et quand elle refroidit, elle devient de plus en plus petite, hein. C'est pas comme quand elle s'ambiance où elle devient de plus en plus grande, et donc le sac à dos, il rapetisse aussi, et l'eau qui est dans le sac à dos a tendance à déborder. Voilà, donc c'est la réponse, bravo au rayonnement nocturne du sol et à la condensation de la vapeur d'eau, hein. La marée barométrique, c'est déjà pas la marée, c'est le marais barométrique, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y a pas beaucoup de variations de pression, c'est pas ça non plus. Mais bon, c'est vrai que c'est, rigolo comme blague et ça détend l'atmosphère, voilà. Donc, briefing Mike 34 pour revoir ça. On passe à la question 17. Lorsque le vent est fort au sol, il y a peu de turbulences dans les basses couches de l'atmosphère, le ciel va systématiquement se dégager, il est nul en altitude, les turbulences dues aux imperfections du sol et aux obstacles se développent en basse couche. Donc c'est réponse delta, hein, on a des turbulences quand on a du vent qui est fort au sol, et des turbulences qui sont dues aux imperfections du sol et aux obstacles. Donc on en parle dans le briefing Mike 38. Question 18. Les mouvements aléatoires de petite échelle qui perturbent un flux d'air bien établi sont appelés des cyclones, des cisaillements et turbulences, des ascendances, des mouvements laminaires. Donc c'est pas laminaire du tout, hein, vu qu'on a de la turbulence. C'est, vu qu'on a des mouvements aléatoires, voilà. Donc ce sont, réponse bravo, du cisaillement et de la turbulence. Pour le cisaillement, briefing Mike 37, pour la turbulence, briefing Mike 38. Donc, les 2 briefings sur les, principaux sur les dangers, on va dire plutôt masculins du, météorologique, en aéronautique. Question 19. Dans l'atmosphère, parmi les propositions ci-dessous, quelle est la plus faible température à laquelle on peut encore trouver de l'eau à l'état liquide? -10 degrés, 0 degrés, 10 degrés, 100 degrés. Donc déjà, liquide, hein, donc c'est de l'eau, d'accord, de l'eau liquide, vous voyez un verre d'eau, hein, donc déjà 100 degrés et 10 degrés, on va enlever parce qu'à 0 degré, on peut encore avoir de l'eau liquide, c'est la limite. Et après, -10 degrés, c'est le cas, on peut en avoir aussi parce que vous vous rappelez, on avait parlé de la surfusion. La surfusion, c'est une molécule, d'eau qui est en train de descendre, qui tombe, très rapidement et qui a une température négative, mais qui s'est pas, qui n'est pas encore gelée et qui va se geler instantanément, quand elle touche une surface. Donc on a ça quand on a le givrage, quoi, qu'on verra dans la question suivante. Et donc c'est réponse alpha, -10 degrés. Vu que 0 degré, vu qu'il faut que ça soit inférieur à 0 degré, hein, pour qu'on en ait de la surfusion, et Briefing Mike 09 où on parle, de la surfusion. Et on enchaîne sur la question 20 qui est un peu liée. La cellule d'un avion peut givrer en vol mais pas au sol, dans les nuages uniquement, dans les nuages et hors nuages, dans un nuage, composé exclusivement de cristaux de glace. Donc là, on va de nouveau faire de la par élimination. Donc en vol, mais pas au sol, ben si au sol, on peut avoir à dégivrer l'avion, hein, d'accord, avec du glycol, tout ça, on dégivre l'avion. Donc, vous avez des photos d'ailleurs de ça dans le briefing, novembre, 33, hein, sur les services aéroportuaires. Dans les nuages uniquement, non, pas forcément.
et donc forcément, c'est dans les nuages et hors nuages, hein, parce que la surfusion, si vous avez une goutte d'eau qui tombe et bah, c'est en dehors des nuages, hein. Et c'est pas exclusivement des cristaux de glace parce que justement vous avez la surfusion, donc vous pouvez avoir, de l'eau liquide qui devient, qui gèle instantanément quand elle touche une surface, voilà. Donc Briefing Mike 33, Briefing Mike 36, non, novembre 33, Mike 36 et Echo 19. Echo 19, c'est pour, les, systèmes de dégivrage des avions, Mike, c'est pour la météo et novembre pour, novembre sécurité réglementation, hein, et donc c'était bien la réponse Charlie, dans les nuages et hors nuages. Question 21. Les courants de vent puissants que l'on rencontre à très haute altitude sont nommés jet stream, jet lag, tornade, rafale. Donc réponse alpha, jet stream, hein, qu'on a vu dans le briefing Mike 21. Le jet lag, pour mémoire, c'est le décalage horaire, donc ça n'a rien à voir. Question, donc là, on est dans les questions bonus, hein. Donc, question 21, question 22. En pleine, les basses couches de l'atmosphère, des turbulences peuvent être générées par rayonnement, trous d'air, convection, brouillard. C'est par convection, d'accord, qu'on a des turbulences qui se créent. Réponse Charlie, et on a vu ça dans le briefing Mike 08. Donc voilà pour les 2 questions bonus, hein, qui sont liées, je pense aux difficultés que vous avez eues en l'année 2021 pour suivre les cours, vu qu'il y avait beaucoup de vous étiez beaucoup astreints à résidence, hein, il y avait des confinements et tout ça, voilà. Et on va maintenant switcher sur les 5 questions spécifiques au CAEA. Donc les 20 premières questions sont les mêmes que celles du BIA, mais on a 5 questions supplémentaires, hein, pour l'épreuve du CAEA, certificat d'aptitude à l'enseignement de l'aéronautique. Donc question 21. En utilisant les cartes des fronts en illustration, on peut dire que sur la France, un talweg profond s'est installé sur la vallée de la Loire, heu, de la vallée de la Loire à l'Alsace en bordure d'une occlusion. La région toulousaine est, sous influence d'un autan noir. La Bretagne sera balayée dans l'heure, par la perturbation Golfe sur 20° whisky, de 20° ouest, pardon, et les, conditions sont propices à un Mistral modéré en vallée du Rhône. Donc regardons de nouveau cette photo. Hop, 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 on remonte. Je vais regarder sur le BIA, comme ça ne me fait pas perdre la page sur CAEA. Donc on nous demande, voilà, donc un talouec profond dans la vallée de la Loire. Hop, vallée de la Loire ici, non, on n'a pas de talouec profond. On voit juste, là, on a un anticyclone, d'accord, et un talouec profond, ce serait un axe de très basse pression, donc c'est pas le cas. La région toulousaine est sous influence d'un autan noir. Donc est-ce qu'on aurait un autan noir, donc un vent d'autan, hein, le vent d'autan, il remonte comme ça. Non, pas tout à fait, parce qu'on voit bien que l'anticyclone, il provoque pas de vent, perpendiculaire, enfin vers l'anticyclone, hein, d'accord? Donc, le vent est plutôt dans ce sens-là, si vous voyez ma souris. Donc c'est pas ça, la Bretagne sera balayée dans l'heure par la perturbation Golfe sur 20° whisky. Golfe, donc elle est là, la perturbation. Dans l'heure, bah, non, pas forcément, c'est pas, d'ailleurs ça avance pas vite, donc, non, c'est pas le cas. Et regardons la dernière, donc le Mistral en vallée du Rhône. Donc le Mistral, effectivement, là, le A, là, on a l'anticyclone, ici, on a une dépression, donc on a le vent qui tourne comme ça, d'accord? Hop, qui est vers le sud, du nord vers le sud, dans la vallée du Rhône, et effectivement, ça, c'est caractéristique du Mistral. Donc c'est réponse delta. Question 22, la masse volumique de l'air. Donc là, c'était, réponse, delta. Les conditions sont propices à un Mistral modéré en vallée du Rhône. Briefing Mike 22 pour voir ça. OK, et vous pouvez revoir la loi de Buys-Ballot si vous voulez, mais Mike 22 pour les vents, locaux. Question 22, la masse volumique de l'air est au niveau de la mer de 1,2 g par kilogramme en conditions standards, résulte du rapport, entre la pression et la température, croît de façon logarithmique avec altitude, et plus forte dans, l'air, humide que dans l'air sec à pression et température égales. Donc déjà, on élimine la première parce que c'est pas 1,2 g par kilogramme, hein, c'est une masse volumique, donc ce sont des grammes par mètre cube ou des grammes par, litre, d'accord? Enfin, là, en l'occurrence, la masse volumique de l'air, c'est 1,2 kg par mètre cube ou 1,2 g par litre, c'est pareil, et vu qu'on a 1000 litres, dans un mètre cube. Donc c'est la réponse est fausse parce que l'unité est fausse, d'accord? La dimension est pas bonne. Ensuite, la réponse, Charlie, elle est fausse aussi parce qu'elle ne croît pas.
elle ne croît pas, et pas de façon logarithmique de toute façon. Ce serait plutôt, elle ne croît pas de façon logarithmique avec l'altitude, voilà, donc c'est tout. Et la réponse delta, elle est fausse aussi, donc on va regarder pourquoi. Parce qu'on a toujours l'impression qu'effectivement que l'air humide est plus lourd que l'air sec, mais non, c'est pas le cas. L'air humide est plus léger que l'air sec. Pourquoi? Parce que dans l'air humide, on a de l'eau. L'eau, c'est composé d'hydrogène et d'oxygène, et l'hydrogène, alors que l'air sec, c'est, de du nitrogène, de l'azote et de l'oxygène. Et l'azote a une masse molaire qui est beaucoup plus lourde, d'accord? Donc l'azote, c'est plus lourd que l'oxygène, que l'hydrogène. Et donc azote plus oxygène, c'est plus lourd que hydrogène plus oxygène. Donc l'air humide est plus léger que l'air sec. Mais on s'imagine que c'est plus lourd parce qu'on imagine de l'air humide liquide, alors qu'il est gazeux aussi, d'accord? Voilà. Donc la réponse D est fausse. Et la bonne réponse est la réponse, bravo, résulte du rapport entre la pression et la température. Et effectivement, température divisée par pression est proportionnelle au volume, d'accord? Et donc à la masse volumique. C'est la loi des gaz parfaits, d'accord? Donc on n'en a pas trop parlé dans le briefing Mike 03, et on n'a pas trop parlé de l'équation hydrostatique et barométrique, mais voilà. Question, donc réponse, bravo. Question 23. Dans l'atmosphère, les surfaces isobares en 3 dimensions, 3D, sont des plans horizontaux, baissent de façon régulière, depuis les pôles jusqu'à l'équateur, varient d'altitude en fonction de la température, sont verticales au passage des fronts. Ben, elles varient d'altitude en fonction de la température, ces nappes, hein, parce qu'elles sont plus resserrées si les températures sont froides. D'accord? Donc réponse Charlie. Question 24. Une traîne et la partie soulevant d'un cumulonimbus est une zone de bonne visibilité entrecoupée d'averses, correspond à une précipitation qui n'atteint pas le sol, et le nom donné aux perturbations qui avancent lentement. Elle ressemble un peu à la question 11, hein, celle-là. Donc, c'est toujours est une zone de bonne visibilité entrecoupée d'averses. Réponse bravo et briefing Mike 29. Enfin, question 25, une carte Tansi qui est indiquée, il est indiqué sur une carte Tansi, il est indiqué une zone où l'ISO 0 degré est au FL 60. Dans cette zone, la moitié du ciel est infestée, infestée de punaises, non, de Cumulus congestus, de Tower Cumulus, TCU, dont la base est à 1500 pieds et le sommet vers 12 000 pieds. Le vol est prévu IFR, en vol aux instruments, donc au niveau 100. À quelles conditions doit s'attendre le pilote dans cette zone? Donc, alpha, un vol tout à fait stable puisque le cumulus est un nuage de beau temps. Un vol, avec, turbulence permanente dans une couche continue car les cumulus s'étalent à ce niveau. Un vol stable entrecoupé de passages avec des nuages, avec turbulence et givrage fort vers -8 degrés. Un vol turbulent mais sans givrage puisque, à température, du niveau de vol, il n'y a que de la glace dans le nuage et donc pas de givrage possible. Donc la réponse alpha, ça va pas parce qu'il est pas tout à fait stable le vol, d'accord? La réponse bravo non plus parce que les turbulences, elles sont pas permanentes. De temps en temps, on n'a pas de cumulus, entre 2 cumulus congestus, on va pas être secoué, d'accord? Donc c'est la réponse Charlie, hein, un vol stable entrecoupé de passages avec les nuages, avec turbulence et givrage fort, vers, -8 degrés, d'accord? Et la réponse delta, elle va pas non plus parce que, on peut avoir du givrage, d'accord? On peut avoir du givrage. Donc c'est pas un vol turbulent, mais sans givrage. Donc réponse Charlie. Et vous pouvez revoir le briefing, Mike 07 pour la température, le briefing Mike 15 pour les tower cumulus, les cumulus congestus, et le briefing Mike 29 pour ce qui est, la perturbation.